Bonjour à tous, bienvenue à notre troisième période officielle de B07. Aujourd'hui, on va commencer avec une correction des exercices qu'on avait fait la semaine au dernier cours. Donc, on va commencer en regardant notre première question ici, qui demandait de simuler un coffre qui pouvait être soit ouvert, soit fermé, puis soit barré, mais seulement si l'élément était fermé préalablement. Puis à chaque fois, on pouvait demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'on voulait qu'il arrive à l'état de notre coffre pour être capable de simuler, OK, l'état courant, puis d'être capable de représenter l'information. Donc, le principe ici, c'est que ça nous faisait travailler avec les énumérations. OK? Donc, on voulait avoir une énumération qui me permettait de spécifier c'était quoi l'état du coffre avec trois possibilités, soit qu'il soit ouvert, soit qu'il soit fermé, soit qu'il soit verrouillé. Une fois qu'on avait cette énumération-là, encore une fois, les énumérations et les définitions de classe doivent être à la fin du fichier pour que tout fonctionne. Une fois qu'on avait cette énumération-là de déclarer, on pouvait commencer notre programme principal qui déclarait un type, une variable de notre énumération. Donc, on a une déclaration de variable, mais le type de la variable et l'énumération que je viens tout juste de créer. Puis après ça, quand je veux utiliser les énumérations pour dire que on a un état initial, on peut utiliser le nom de l'énumération, un point, puis le nom de l'état que j'ai spécifié dans l'énumération. Donc, dans ce cas-ci, on a une variable qui est l'état de mon coffre, puis on commence avec le coffre fermé. Donc, on voulait après ça prendre du texte qui nous permettait de changer l'état par rapport à une action. Donc, on avait une boucle qui était juste une boucle infinie, là. Puis on disait, bon, l'état couramment, c'est ça. Quelle est la prochaine action qu'on veut prendre? Puis là, le principe, c'est qu'on peut utiliser notre petit diagramme ici qui me permettait de savoir, ben, si je suis open et que j'essaie de devenir close, que j'essaie de le fermer, je deviens close. Si je suis close et j'essaie de faire lock, je deviens lock. Si je suis lock, j'essaie de faire unlock, je deviens close. Si je suis close et j'essaie de faire open, je deviens open. Fait qu'on a ces quatre actions-là qui sont spécifiées, donc l'action, mais avec l'action, il faut aussi avoir le bon état à ce moment-là. Donc, si je dis unlock, c'est seulement si je suis locked à ce moment-là qu'il peut se passer quelque chose. Puis, si c'est le cas, là, ici, on a fait en sorte que c'était tout sur la même ligne, là, mais on peut le mettre comme ça ici aussi. Là. Si c'est juste pour avoir ça de manière très concise. On a donc le open, le close, le lock qui change l'état, puis qui revient, puis qui refait la saisie derrière. Donc, on a l'utilisation d'une énumération, la déclaration d'une énumération, la création d'une variable qui utilise l'énumération, puis après ça, des comparaisons pour cette énumération-là pour être capable de prendre des décisions. On a des questions sur qu'est-ce qui se passe ici, ça va bien. Excellent. On continue. On a une deuxième question qui nous demandait de créer une manière de créer des soupes avec différentes énumérations. Donc, un type de soupe, un ingrédient, puis un assaisonnement. On voulait être capable d'avoir des tuples qui vont représenter une combinaison des trois. Donc, on voulait être capable de saisir les informations et être capable de remplir le tuple résultat. Donc, on a ici les énumérations. Donc,
Donc, on a les énumérations des types résultants. Donc, le type, l'ingrédient principal, puis l'assaisonnement. Donc, encore une fois, il faut que ça soit à la fin de notre fichier pour être capable de l'avoir correctement. Puis après ça, on a la création d'un tuple. Donc, pour créer un tuple, c'est avec des parenthèses. On indique la liste des différents types, puis on peut donner des noms à ces champs-là pour être capable de les utiliser par la suite. On a le principe aussi, là, on a créé des méthodes qui allaient me permettre de générer ces tuples-là. Donc, on s'est fait une méthode getSoup, puis la méthode getSoup me permet d'avoir en retour un tuple avec le bon ordre des différents types. Donc, getSoup, hein, c'est une méthode. À gauche, on a le type de retour. Puis, ce type-là ici va être utilisé quand j'appelle getSoup. Puis, on peut voir que la variable qui a été créée a le même ordre des différents types. C'est ça qui fait que c'est compatible. Les éléments vont être associés au bon endroit. Fait que on s'est fait après ça 3 sous-méthodes qui me permettent d'avoir bon, le type, l'ingrédient, puis l'assaisonnement. Puis une fois que j'ai ces 3 éléments-là individuels, je peux en fait retourner une expression qui va être le tuple, la création d'un tuple avec les 3 éléments que je recherche. Donc ici, on aurait pu le faire là, tout direct à l'intérieur du programme principal. Là, ici, c'est intéressant de démontrer qu'on peut utiliser les tuples comme étant des retours, comme étant des types de retours, comme étant des déclarations de variables, donc de vraiment voir toutes les variations possibles pour l'utilisation du tuple. On a aussi un autre élément, fait qu'après ça, on a 3 méthodes qui vont être très semblables les unes les autres, là, fait qu'on va juste en regarder une des 3. Donc, le principe, c'est qu'on veut savoir c'est quoi le type de soupe, puis on va aller lire cette information-là. Puis là, l'information qui est en chaîne de caractères, ça va être transformé pour avoir la valeur de l'énumération à la place. Hein? Donc, je ne veux pas avoir dans la variable ultimement une chaîne de caractères, je veux avoir une énumération qui va être un de ces types-là. Fait que pour être capable de faire ça, il va falloir que je prenne le résultat de la saisie, puis que je fasse des comparaisons pour savoir est-ce que c'est telle affaire pour que ça devienne telle énumération. Fait qu'ici, on va voir une syntaxe alternative du switch qu'on avait vu durant notre premier cours. Là. Et on descend. On avait le switch ici. Donc, on a une version simplifiée, qu'on dit un switch d'expression. Donc, si, on va démontrer la prémisse ici. Donc, quand on utilise le switch d'expression, donnes-tu le... Non, tu ne me le donnes pas plus gros, enfin, on va le voir direct. Donc, c'est une expression, donc je peux le mettre directement après un return. Puis, j'ai la valeur que je veux regarder. Hein? Habituellement, qu'est-ce qui est après le switch, entre parenthèses, mais là, je le mets avant. Je mets le mot-clé switch. Puis après ça, je vais avoir différentes valeurs possibles. Puis avec une flèche, le retour qui va être associé. Donc, le principe ici, c'est dépendamment de ce que j'ai mis dans l'input, si c'est le texte soup, je renvoie la bonne énumération. Si c'est stew, je renvoie la bonne énumération. Si c'est gumbo, je renvoie la bonne énumération. Je peux voir ici que chacun des éléments est délimité par une virgule.
Puis c'est une version compacte pour être capable de faire le retour rapide par rapport à différentes options. Après ça, même principe pour les deux autres méthodes. C'est le même principe, c'est juste que c'est d'autres types d'énumération. On réussit donc à avoir une soupe avec les trois éléments à l'intérieur. Puis après ça, quand je veux afficher c'est quoi le type de soupe, ben, je peux utiliser la variable que j'ai créée, utiliser le point pour accéder à un de ces champs, puis utiliser le nom que j'ai donné dans mon tuple pour aller rechercher l'information. J'aurais pu aussi utiliser directement les items 1, item 2, item 3 pour aller chercher les éléments dans l'ordre du tuple. Ça ouvre notre question numéro 2. Excusez-moi. Oui. Ici, au lieu d'utiliser switch avec case, on utilise cette méthode parce que c'est nouveau pour moi. Oui, c'est ça que je viens de dire là. Donc, ici, c'est un syntaxe alternative d'un switch case. OK. Donc, qui est un switch expression. On met Effectivement, pas quelque chose. return, puis le résultat. OK. Exactement. Là. Fait que le return, c'est à part, comme le return normal. Après ça, c'est une expression quelconque. Fait que l'expression, c'est un switch. Donc, cette partie-là va regarder c'est quoi le input, va regarder si c'est un de ces trois éléments-là, puis va retourner la bonne valeur en conséquence. OK, d'accord. Excellent. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur notre numéro 2 avec l'utilisation de tuples et la présentation du switch expression? Okay. On continue. Là, on tombe dans notre élément principal. On avait la représentation d'une flèche. Donc, on voulait représenter le type de pointe, le type de poignée, puis la longueur. Puis après ça, on voulait permettre à l'utilisateur de créer cette flèche-là, puis de voir ses capacités. Donc, on a une classe à faire, puis on va avoir des énumérations pour différents éléments. Fait que si on commence puis on regarde les différentes énumérations, on a le principe de j'ai un type de flèche, puis une type de poignée de flèche, c'est l'autre bord. Donc, on peut avoir la tête en métal, en bois ou en obsidian. On peut avoir une poignée de plastique avec des plumes de dinde ou avec des plumes d'oie. Donc, ça, c'est juste des énumérations, c'est les valeurs possibles. Après ça, la longueur, c'est juste une valeur numérique. Fait qu'on peut juste garder ça comme étant une valeur numérique. Fait que je voulais construire ma classe qui allait avoir ces différentes informations-là. Donc, on avait la déclaration de variable d'instance. Donc, chaque flèche va être capable d'avoir ces informations-là. Donc, on a ici les trois valeurs possibles. Donc, on utilise les énumérations, puis juste un type numérique pour la taille. On voulait être capable de créer la flèche. Donc, on se crée un constructeur qui va être capable de recevoir les différentes valeurs possibles, puis qui va être capable d'assigner les variables d'instance à la bonne information. On avait ensuite la méthode getCost qui me demandait de prendre l'information de la flèche puis d'être capable de créer à partir de ça le prix de notre élément. Donc ici, on a une méthode getCost qui me permet de trouver le prix de chacun. Encore une fois,
je réutilise ici le switch expression pour se faciliter les choses. Donc, si vous avez utilisé un switch normal ou un if normal, la fonctionnalité reste pareille. Fait que j'ai les prix, OK, qu'on avait spécifiés plus haut. Puis à partir de là, on a le prix, OK, de la flèche qui va être automatiquement calculé. Donc, c'est une méthode qui prend de l'information, puis on peut utiliser les variables d'instance pour être capable de bien représenter ça. Une fois qu'on avait la classe avec ses différents champs, son constructeur, sa méthode pour trouver le prix, on pouvait construire notre programme principal qui allait nous construire une flèche et nous montrer le prix de la flèche. Donc ici, on a encore une fois utilisé le même principe d'avoir des méthodes intermédiaires. Si vous avez fait ça tout dans le même programme, c'est pas problématique en tant que tel. Donc, on voulait aller chercher le type de la tête, le type de la poignée, puis ensuite la longueur. Puis, une fois qu'on avait ça, on pouvait créer, en appelant le constructeur, en utilisant le mot-clé new, de la flèche avec les différentes informations. Chacune des informations allait reprendre pas mal ce qu'on a fait de l'autre bord, là, où je demande c'est quoi, je lis, je switch pour être capable d'aller chercher les informations. Pour la taille, c'est juste une taille. Puis ici, pour respecter le principe que la taille doit être entre 0 et 60, on pouvait ici avoir une validation avec une boucle qui dictait tant que la taille n'était pas à l'intérieur de bornes valides, on peut recommencer la saisie de celle-ci. Fait que 3 méthodes pour aller chercher chacun des éléments. On utilise ces 3 méthodes-là pour avoir le résultat final. Fait que on a la création de notre première classe avec le constructeur, avec une méthode à l'intérieur. Est-ce qu'on avait des questions, des problématiques sur cette première partie? Je vois Hamza, tu t'es démuté, mais je ne t'entends point. Non, c'était... Non, non. Non, juste, monsieur, que les modèles des exemples ne sont pas bien clairs, franchement. Qu'est-ce que tu veux impliquer? Enfin, les énoncés, ils n'ont pas bien clair pour moi, franchement. Est-ce que tu avais de la misère à décider qu'est-ce que tu avais à l'intérieur? Qu'est-ce que fallait que... Non, non, puisque tu vas un peu vite avec d'autres syntaxes qu'on n'a pas habitué, puisque je sais pas, mais est-ce que pour tout le monde ou pour moi, je sais pas. On peut prendre plus de temps, c'est pas un problème. Ouais. Donc ici, est-ce que c'est la description du problème ou la présentation de la classe? Les énoncés, je sais pas, mais est-ce que l'examen intra au final, c'est comme ça, puisque je sais pas. Le principe, c'est qu'on donnerait effectivement une description de quelque chose. Puis cette description-là, le principe, c'est qu'on te demande de le décrire en tant que classe. Ça serait effectivement de construire ça ici. Ou c'est Oui, que on non, demande de c'est clair définir. pour les classes et tout, OK. mais je sais pas. Enfin, est-ce que pour tout le monde ou pour moi, je sais pas. Est-ce que tu as eu de la misère à créer la partie de classe ou Non, quel non, non, élément? pour les classes, il n'y a aucun problème. OK. Il y a C'était aucun problème. pour quelle partie qui Non, était. elle n'est pas bien claire, les tuples, puis je sais pas. Il faut que je revoie. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, il y a plein de... Il y a l'utilisation de tuples, de type énuméré, classe. Le tout ensemble, ça fait que c'est un peu complexe. Ouais. Alors que Au moins, les instructions, donc, tu peux l'écrire il y a une simple. confusion. Ouais.
Donc, peut-être on aurait pu prendre des exemples un peu plus faciles pour comprendre d'abord comment Exactement ça. le syntaxe. Après, on pourra travailler sur des exemples plus compliqués. Parce que tout ça, on l'a fait juste la dernière fois. On n'a pas Exactement, fait, Ahmed. on n'a rien eu avant ça. Le Donc, premier cours, ça, un on peu l'a eu rapide, vendredi passé. Oui, je suis d'accord avec toi, Hamza. Oui, c'est un compliqué puisque même le syntaxe essaye d'écrire simplement les switches et tout, puis on habitue peu à peu. Fait ici, puis Oui, c'est un peu aussi, rapide. Monsieur, ouais, je en comprends. plus, n'oublie pas, il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas de base informatique avant. Ouais, non, je comprends. Directement en classe, objet et tout. Donc, moi, j'ai fait les classes avant. Je sais bien comment décrire les constructeurs et tout. Mais elle est un peu rapide. Je comprends. Ici, c'est qu'on a pas mal de stock à couvrir, là, fait que c'est pour ça qu'il faut quand même que je... Même monsieur, les énoncés ils n'ont pas bien clair. OK, je vais faire attention d'essayer Mais si d'aller on avec ça. avance, on a beaucoup de lacunes, ça ne sert à rien, monsieur, non plus. Ouais, C'est non, je comprends. ça. En plus, il y a beaucoup de cours sur que le développement. PLSQL, je ne sais pas quoi. Donc, c'est un peu JavaScript. C'est un peu mélangé. C'est noté, on va s'assurer de bien vous préparer. Là, j'ai quand même des questions aujourd'hui là, qu'on va garder. Surtout parce on peut prendre cette partie-là puis commencer à la modifier. Là, fait que on va voir que comme on part de ça, puis on va comme le modifier au fur et à mesure pour être capable d'avancer. Fait que on va regarder qu'est-ce que ça Franchement, donne. pour moi, c'est la première fois que j'ai vu les tubes. Les classes, il n'y a aucun problème. Mais avec les tubes et tout, c'est la première fois. Ben, comme ici, on avait une question avec les tuples, hein? Puis là, en ce moment, on n'en a plus. Là. Chacun est. Il y a une énumération, effectivement, mais si vous n'avez pas fait d'énumération, puis à la place, vous avez mis une chaîne de caractères, ça marche aussi. Ce n'est pas la seule variation possible. Moi, en ce moment, ce que je veux m'assurer, c'est que vous avez été capable de créer la classe, créer les variables d'instance, créer le constructeur. Tant qu'on est rendu là, moi, j'ai pas de problème. Le principe après ça, c'est comme on peut réutiliser. C'est pour ça aussi que je vous donne les solutions là, pour qu'on puisse les étudier puis qu'on puisse bâtir nos connaissances avec ça. Mais je garde en tête tes commentaires pour être certain d'avoir des étapes bien établies pour la compréhension. On va continuer. On s'en allait justement dans le même principe là, où c'est qu'on va continuer une fois qu'on avait cet élément-là, avec juste les éléments publics. À la fin de notre dernier cours, on avait vu le principe d'avoir des... oui, si je finissais là. Dans le arrow, on avait le get cost. Hein? Donc, on avait le get arrow, ça allait me créer la flèche. Puis après ça, on allait avoir le get cost qui allait être spécifié. Puis ça nous permettait d'avoir le résultat final. On avait vu que les éléments publics, ça nous permettait d'avoir toujours accès, mais c'est pas toujours comme ça qu'on veut travailler. On avait vu le principe de mettre des éléments privés. Donc, des éléments privés. Hop là. Donc, on voulait modifier notre classe pour avoir des variables d'accès privé. Fait qu'on peut prendre nos 3 différents éléments et les mettre privés pour être capable d'avoir accès à ces éléments-là. On a créé des accesseurs, des getters, hein, donc des méthodes que leur seul but, ça va être de trouver l'information. Donc, on avait ici 3 méthodes avec des get. Là. On va voir aujourd'hui comment simplifier cette syntaxe-là. Là. Mais ça, c'est comme le standard en programmation orientée objet pour être capable de représenter ça. Donc, on voulait juste avoir ces différentes méthodes-là. Le restant, restait pareil.
il n'y avait rien de différent à l'intérieur. C'était juste de modifier, mettre ça privé, puis d'avoir les méthodes d'accès derrière. Fait qu'encore une fois, ces différentes solutions-là, je vais les envoyer sur Layal après la période d'aujourd'hui. Il y avait deux petites affaires que j'ai rajoutées à la fin de notre cours 2, là, juste parce que des fois, il y a beaucoup de syntaxe puis il y a beaucoup de raccourcis. Là. Fait que des fois, ça peut arriver. Fait que je voulais juste vous le montrer rapidement. Ce n'est pas des choses qu'on va nécessairement utiliser. Mais quand j'ai plusieurs constructeurs, donc on avait vu, hein, on avait notre classe, on avait différentes variables d'instance, on avait le principe du constructeur qui me permettait de créer une nouvelle instance, un objet de la classe, hein, la classe étant la description, la recette de la chose. Puis, je vais être capable de créer, tu sais, j'ai ma recette de gâteau, je veux me faire un gâteau, fait que j'appelle le constructeur de gâteau. Puis, d'un constructeur à un autre, des fois, je vais vouloir appeler le constructeur d'un autre élément. Donc, ici, j'ai un exemple, c'est que j'ai mon constructeur qui n'a aucun paramètre, puis je voudrais, dans ce cas-là, appeler cette version-là avec des valeurs automatiques. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser cette syntaxe-là, c'est que j'ai le 2.110, puis l'appel avec les bons paramètres. Donc, quand je vais appeler score, ça va automatiquement appeler celui-là à la place à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir, c'est pas nécessairement, c'est pas à apprendre par cœur toutes ces affaires-là. Juste se dire, OK, si je le vois, je peux faire référence à les notes de cours. Même principe quand je fais le new. Donc, on avait vu que quand on veut utiliser notre objet, hein, on se déclare une variable. Dans cette variable-là, je veux mettre un nouvel objet. Pour créer un nouvel objet, j'utilise le constructeur avec le mot-clé new. Donc, j'ai un new score qui va être assigné dans cette variable-là. On peut avoir le nom ici de manière implicite. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de l'écrire. Si je déclare une variable, puis je fais directement un new directement avec des parenthèses, je vais automatiquement appeler le constructeur de cette classe-là parce que lui, il sait que c'est ça qui est supposé être fait. Okay? Parce que j'ai déclaré ce type de variable-là, fait que je vais appeler le bon constructeur. Puis là, je n'ai pas besoin de mettre le nom de la classe, j'ai besoin de mettre les parenthèses. Puis si je veux utiliser une version du constructeur avec différents éléments, ben, je peux utiliser celui-là. Fait qu'aujourd'hui, on continue avec ça. On va aller regarder différents éléments additionnels qu'on peut ajouter à notre classe pour être capable de avoir plus de facilité en fait. Donc, on avait vu le principe de variable d'instance, les éléments publics ou privés, puis quand c'est privé, je vais juste pouvoir l'utiliser à l'intérieur de la classe, puis si je veux y avoir accès à l'extérieur, il va falloir que je crée des méthodes, des getters et des setters pour être capable de pouvoir modifier cet élément privé-là. Donc, c'est là-dessus qu'on s'était laissé la dernière fois. On avait maintenant des méthodes setter et getter pour être capable d'aller chercher les informations. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un mécanisme intégré en C# pour être capable de se faciliter ce genre d'opération-là, qui s'appelle les propriétés. Donc, le principe d'une propriété, ça va être d'avoir, à la place d'avoir notre information sur une variable d'instance, puis de générer nous-mêmes
les différents getters et setters, on va avoir à la place une syntaxe simplifiée qui va représenter les trois directement. OK? Donc, le principe, c'est à la place d'avoir des points, mettons qu'on va mettre les points, à la place d'avoir juste, en fait, il va falloir que j'aie quand même des points. À la place d'avoir une méthode ici, getPoint, setPoint, je vais avoir une nouvelle déclaration d'une propriété. Donc, une propriété, c'est une manière de facilement générer des getters et des setters. Donc, ici, je veux des points en int, puis on lui donne donc un accès public. Je dis c'est quoi? Je dis c'est quoi le nom. Donc, habituellement, les propriétés vont être avec des lettres majuscules. Puis, à l'intérieur, on va avoir deux expressions qui vont représenter les méthodes de get puis les méthodes de set que je pourrais avoir. Donc, ici, je pourrais faire un get avec notre flèche. Puis, je pourrais dire, j'ai mes points. Puis, je vais avoir le set, OK, qui va être le même principe, qui va dire mes points. Je veux que ça soit égal. Puis là, ici, il y a un élément intéressant. Quand j'avais mon setter, OK, donc si on reprend le setter de base, là, hein, le principe du set, c'était capable de dire, ben, je veux être capable d'utiliser ma méthode, hein, où c'est que j'appelle le setPoint, je lui donne une valeur, puis à partir... Donc, je lui donne une valeur avec la méthode setPoint. Puis, lui, ce qu'il va faire dans le setPoint, il va prendre cette valeur-là, puis il va venir l'assigner à notre variable d'instance. Hein? Fait que je me crée un élément score. À l'intérieur, il y a un pointage. Mais quand j'appelle le setPoint, ça va venir modifier cette valeur-là dans mon objet. Donc, quand on veut faire ça avec notre propriété, okay, ça se fait automatiquement. Puis, le principe, c'est que on a la représentation de la méthode set, puis on va avoir automatiquement un paramètre d'entrée à place qui s'appelle point. Là, il va s'appeler value. Donc, le nom value est juste utilisé de manière automatique pour être capable de gérer les points. Fait que cette syntaxe-là remplace cette syntaxe-là. Donc, avec une propriété, je peux ici enlever complètement cette version-là, puis commencer à utiliser quand je veux l'utiliser. C'est là que ça devient intéressant, ça devient très facile. À la place d'être un appel de méthode, je peux l'utiliser directement, okay, sur la propriété. Donc, quand je vais essayer d'aller écrire dans cette propriété-là, lui, il va automatiquement invoquer le set. Puis, quand je vais aller chercher cette propriété-là, donc ça devient un élément comme une variable d'instance ou comme un champ d'un tuple, je peux aller le chercher directement, pas de parenthèse. Ce n'est pas la création de méthode, okay, pour être capable d'avoir un résultat qui va me donner un affichage qui m'affiche le bon nombre de points que j'ai seté à l'intérieur. Donc, le principe de propriété, c'est d'avoir nos getters et setters d'une manière plus conviviale, okay,
avec une syntaxe simplifiée. On a la déclaration de la propriété. On a un bloc de code. À l'intérieur du bloc de code, j'ai besoin d'avoir un get et un set qui, si j'ai besoin de faire des opérations, là, je peux les faire à l'intérieur ici. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai une question de Rim. J'ai pas compris, c'est quoi la différence entre get et set? Mhm. Est-ce que c'est des fonctions get et set? Exactement. Donc, le principe, c'est quand tu veux travailler avec une information, tu as deux actions que tu peux faire. Soit que tu peux aller lire l'information, savoir c'est quoi l'information. Ça, c'est aller chercher. Donc, ça, c'est un get. Quand je vais chercher l'information, je fais un get de l'information. OK? De la même manière que si on revient avec les méthodes. Hein? Donc, le principe du get, c'est juste de sortir l'information. Le set, lui, c'est l'inverse. C'est quand je vais aller modifier l'information à l'intérieur. Donc, le set. Le get, c'est la lecture de l'objet. Et le set, c'est mettre la valeur, attribuer une valeur à un objet. Exactement. Ben, à une variable d'instance, mais ouais. Une variable, ouais, exactement, d'instance. Donc, de modifier l'information. Donc, le set reçoit de l'information, puis cette information-là est assignée à notre objet. Donc, chaque propriété de la classe, elle peut avoir un get et un set, c'est ça? Exactement. Donc, il faut déclarer dans la classe pour chaque propriété get et set, c'est ça? Exactement. Ça me permet d'avoir une information qui est privée avec une version que je peux contrôler. Encore une fois, le principe, c'est qu'en ayant des variables d'instance privées, on est capable d'avoir plus de contrôle. Où c'est que je vais pouvoir dire, ben, ici, je peux faire quelque chose comme si value est plus petite que 0, donne-moi 0. Donc là, ici, j'utilise l'opérateur ternaire là, qui me permet de faire une espèce de if. Donc, si c'est plus petit que 0, mets 0. Sinon, mets value. Fait que là, ici, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir en fait une validation, une gestion pour être certain que mes points ne sont jamais négatifs. Hein, c'est ça que ça me permet d'ajouter. Ici, on va mettre ça. Ici, sur le set, si une valeur est négative, on le mettra à 0, c'est ça? Exactement. Donc ici, on prend notre exemple. J'essaie de mettre mes points négatifs, mais moi, dans mon programme, je veux jamais que les points soient négatifs. Si tu essaies de mettre des points négatifs, je veux juste que tu mettes 0 à la place. Fait ici, je tente de mettre une valeur négative, mais quand j'essaie de l'afficher, en fait, dans la variable d'instance, qu'est-ce qui a été sauvegardé? C'est juste 0. Excellent. Donc, est-ce que Rim, tu avais d'autres questions par rapport à ça? Ou... Oui, j'ai une autre question. En fait, le fait de mettre une propriété à privé, on n'a pas le droit ou on ne peut pas accéder à cette propriété en dehors de la classe, c'est ça? Ouais. Là, donc, faire attention ici, je vais être certain d'utiliser le bon vocabulaire. Quand on a quelque chose comme ça, c'est une propriété. Okay. Donc, avec le get et le set. Ça ici, c'est des variables d'instance. OK, il faut faire la distinction entre les deux. Donc, est-ce que tu parles des variables d'instance ici? Oui. OK. Donc, oui, effectivement. Donc, ici, quand on a quelque chose de privé, ça fait en sorte qu'on peut juste s'utiliser dans les différentes méthodes qui sont à l'intérieur de la classe.
Très bien. Si j'essaye d'aller chercher l'information, mettons que je voudrais essayer de modifier directement point comme si c'était un élément, on voit qu'on a une erreur ici. Je ne peux pas accéder à l'élément privé point. Mais je peux accéder aux éléments publics si je change ça pour accéder à Via level. les get et les set, on devient, c'est-à-dire on peut les manipuler en dehors de la classe. Exactement. Ça devient l'interface avec laquelle je peux travailler avec cette variable d'instance-là. Et ça permet de garder la sécurité de la donnée, Exactement. c'est-à-dire de faire le get et le set. Et donc, ça rend l'objet plus, ou bien la propriété. Ça rend Elle la rend si pas tu me publique, permets. mais Ouais, c'est ça. Ça rend la variable d'instance sécuritaire à l'intérieur de l'objet voilà. avec comme seule interface publique la propriété qui, elle, fait de la validation, qui fait des gardes additionnels pour s'assurer de l'intégrité de la donnée réelle. OK. OK, merci. Excellent. J'ai une autre question de Saja. Oui, pour moi, je n'ai pas compris la différence entre l'utilisation des propriétés et le get points and set points, les méthodes. Mhm. C'est quoi c'est la même chose. C'est quoi l'avantage d'utiliser la propriété? Mhm. Puis, tu as raison. Donc, fonctionnellement parlant, ça a la même fonctionnalité. Okay? Donc, d'avoir la variable d'instance qui est protégée, puis d'avoir de la validation possible derrière, les deux font la même chose. Les propriétés ont été créées pour simplifier la syntaxe. Okay? Parce que la problématique, c'est que quand on a un paquet de variables d'instance, puis qu'on a un paquet de méthodes de get puis de set, okay, ça devenait pêle-mêle, ça devenait plus difficile à entretenir, ça devenait de moins en moins lisible. D'avoir des propriétés, ça me permet d'avoir un endroit centralisé où c'est que je peux très rapidement voir c'est quoi les get, c'est quoi les set, c'est quoi qui travaille avec ces mécanismes-là. Donc, c'est ça l'idée derrière, là, okay? C'est pour avoir des éléments qui sont centralisés. C'est pour simplifier la syntaxe. D'accord, merci. Y a-t-il des choses que je veux jaser avec ça? Ça, c'est bon ici. Aussi, si on voulait, là, OK, donc là, je l'ai fait d'une manière où c'est que tout rentrait sur une ligne, là, mais j'aurais très bien pu avoir à la place des accolades ou à l'intérieur, j'aurais le if où c'est que là, je pourrais dire est-ce que le value est plus petit que 0, puis si c'est plus petit que 0, ben les points sont mis à 0. Sinon, les points sont à value. Okay? Donc ici, on a... ouais, ça me dit de le convertir. Donc, on peut avoir aussi comme un bloc de code qui va pouvoir faire une panoplie de différentes options. C'est aussi possible. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Des fois, on ne veut pas avoir accès à toutes les options. Donc, si on avait le get et le set, puis on pouvait mettre chacun en privé, on peut aussi faire ça avec les propriétés. Donc, quand j'ai une propriété, je peux ici spécifier qu'on a
soit le get ou le set qui est privé pour être capable de dire je ne veux pas avoir accès à l'extérieur de la classe cette information-là. OK, fait que ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que l'utilisation des propriétés, excellent. Là ici, on avait un cas intéressant où, si on revient un petit peu en arrière pour avoir la version un petit peu plus concise, comme ça. Donc, on a parfois un exemple, si, mettons, je fais ça avec level. Fait que si je fais public int level, là, j'ai le get qui va être level. Là, j'ai le set qui va être, je veux mettre level à la value. Encore une fois, value, c'est quelque chose qui est automatiquement généré avec le set, qui va être, quand j'essaye d'assigner quelque chose, ben, ça va être la valeur que j'ai envoyée. Ça va être ce qui va être envoyé dans value. Donc, souvent, quand je vais faire des get et des set, je vais avoir cette version-là, OK, qui va être un peu ce qu'on appelle du boilerplate. Là. Donc, j'ai juste écrit la version standard, là, où c'est que j'ai juste mis le nom de propriété, le get, c'est juste la valeur, le set, c'est juste l'élément. Il n'y a rien de spécial derrière. Ben, dans ces cas-là, on peut avoir des versions automatisées, okay? Encore plus simplifiées. Donc là, à la place d'avoir une variable d'instance qui est à côté, on peut tout simplement avoir, à la place d'avoir, ici je vais le mettre un à côté de l'autre pour qu'on puisse voir. Donc, à la place d'avoir ce bloc-là, je peux, ici, public int, level, là, ici, même pas. Là. Donc, je peux tout enlever ça. Puis, juste avoir, OK, directement le get et le set entre accolades après. Puis là, ça va me créer automatiquement cette propriété-là avec son get, avec son set, qui est juste la version de base, OK, avec ces éléments-là. Fait que ça fait juste automatiquement faire les éléments qu'on s'attend de base, là. Juste la partie de je vais aller chercher l'information, la partie de je vais mettre l'information dedans. Donc, ça me permet d'avoir des versions plus rapides encore. Je peux avoir aussi une version, un élément par défaut. OK, tout ça, c'est possible. Parfait. On a ensuite OK, ça, c'est les mêmes principes. On a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des champs immuables. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi avoir ces affaires-là avec juste un get, puis plus de set. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant? C'est, mettons ici, le nom. Hein? Je vais être capable de le setter initialement, mais une fois qu'il est seté, j'aimerais ça que ça reste inchangé. Là. Mettons ici, j'ai un numéro de compte dans mon compte de banque. Le numéro de compte qui est créé avec le compte de banque, mais je ne devrais pas être capable de changer mon numéro de compte de banque. Ça devrait être quelque chose qui est immuable. Donc, qui ne change pas. Donc, je peux utiliser les propriétés pour faire quelque chose d'immuable. Donc, ici, on va reprendre le nom. Donc, je peux avoir ici une propriété
qui va juste avoir un get. Il n'y aura pas de set possible. Fait que quand on n'a pas de set, ça fait en sorte que la propriété peut être modifiée durant le constructeur, mais qu'après le constructeur, je ne peux plus utiliser je ne peux plus modifier cette information-là. Fait que si on prend ça avec qu'est-ce qu'on a fait, on va le regarder ici. On va enlever le getName. Ça devient label. Et ça devient points. Et ça devient name. Et ici, hop, on va le mettre public. Okay. Fait qu'ici, on peut voir que j'ai changé, j'ai maintenant mis ça dans une propriété. Je reviens à ta question, Amine, dans un instant. J'ai une propriété, OK, qui va être le nom. Je peux aller la chercher, mais si j'essaye de changer la valeur dedans, je vais avoir une erreur parce que je n'ai pas le droit d'avoir la propriété name avec un setter, il n'y en a pas. Donc, je peux seulement l'utiliser, puis en fait la setter à l'intérieur du constructeur. Puis à partir de là, c'est terminé, c'est figé, ça devient ce qu'on appelle une information qui est immuable. Amine, tu avais une question? Oui, j'ai une question, oui. Juste parce que je vois que, comme je vous ai même envoyé un email, pour le logiciel que vous utilisez, le JetBrains, même j'ai essayé de l'installer, c'est juste 30 jours qui s'est offert. Je ne sais pas si on peut, je sais pas si c'est juste moi, si on peut utiliser celui qu'on utilise tous pour suivre mieux tout ça. Oui, en passant, je t'avais envoyé, c'est Oui, pas oui, je juste sais, 30 jours, là, tu j'ai peux. vu. C'est pour ça que j'ai essayé, même, j'ai essayé d'installer la version étudiant qui est gratuite, mais Mhm. c'est compliqué honnêtement. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai ce problème-là ou si c'est juste moi, je vais m'arranger avec. Je peux changer l'élément, c'est juste que je suis sur macOS, puis j'ai pas Ah, ok. de version de Visual Studio qui est disponible facilement sur Windows. Il faudrait que je sorte un autre Ouais. ordi pour Ok, avoir je ça. comprends. Non, c'est juste parce que pour pratiquer, pour faire tout, quand on écoute le cours sur YouTube, tout ça, c'est Mhm. idéalement d'avoir le même logiciel pour pratiquer en même temps. Mhm. Ben, vous pouvez le télécharger, là. Puis si vous avez des problèmes à l'installation de Rider, ça, vous pouvez me jaser aussi, c'est pas un Ok, il n'y a pas de problème. problème. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que je vais faire sur Teams. Merci. Pas de problème. Excellent. Donc, on continuait, on parlait des champs immuables. Donc, on avait ici le principe de juste avoir un get tout seul dans notre propriété. Puis, ça allait nous générer la possibilité d'aller le chercher sans problème, mais on ne pouvait pas le modifier une fois que l'objet allait être créé. On est rendu à prendre une petite pause. Donc, on va se donner 10 minutes de pause. On revient à, mettons qu'on fait ce rond, là, 9h15 pour reprendre notre partie de cours. Il nous en reste un petit peu. Là, je ne vais pas faire le cours 3 complet. Je veux qu'on ait le temps de faire plus d'exercices parce que je sens qu'on en a besoin. Fait qu'on se prend une petite pause. On revient à 9h15 pour reprendre notre matière.
Et c'est reparti. Donc, on est en train de regarder la prémisse des propriétés qui nous permettait d'avoir accès à des getters et des setters de manière facile, rapide et conviviale pour être capable de se faciliter la création de classes. On venait tout juste de voir le principe d'avoir des champs immuables qui me permettent d'avoir des éléments où c'est que juste le get serait disponible. Puis ça veut dire que durant le constructeur, on aurait le droit de le modifier, mais une fois que le constructeur a été fait, la valeur devient fixée et devient immuable. La dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, avant de commencer des exercices, ça va être l'initialisation rapide d'objets. Donc, la partie statique d'aujourd'hui, je vais garder ça pour vendredi. On semble aller peut-être un petit peu trop vite, fait que je vais peser un petit peu sur le frein, être certain qu'on se rende tout à bon port. Donc, la dernière chose qu'on va regarder, c'est l'initialisation rapide me permet de utiliser avec un constructeur des assignations aux différentes propriétés. Donc, quand j'ai des propriétés, je peux utiliser ce qu'on appelle un constructeur sans paramètres avec une syntaxe additionnelle derrière qui me permet de créer des objets sans avoir à créer un paquet de, encore une fois, boilerplate. Parce que si on regarde ici, le principe de ces différents constructeurs-là, c'est tout le même principe. Hein? On prend de l'information, on l'assigne, puis c'est terminé. Fait que le principe, c'est qu'on peut faire fi de ces différents constructeurs-là. Puis à la place, utiliser la syntaxe de construction rapide. Fait que si je veux faire un score, on va dire autre score, je peux utiliser le new, puis à l'intérieur, avoir les informations de mes différentes propriétés. Donc, je peux juste faire ça avec des propriétés. Fait que ici, je peux dire que le level, je veux que ça soit à 0, puis je veux que les points, on commence, admettons, à 1000. Là, la problématique, c'est que si on regarde ici, là, on avait juste accès aux points et au level. On n'avait pas accès au name. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas accès au name? Ben, c'est parce que j'ai juste mis le get ici. Puis, cette variation-là va juste voir, ben, il n'y a pas de set, donc je ne peux pas le mettre. Fait qu'il existe en fait une version additionnelle là, que je peux écrire, qui est le init. Donc, le init me permet d'utiliser la construction rapide et d'être capable de spécifier le name à l'intérieur. Ici, on met ça plus petit pour avoir le tout. Donc, j'ai maintenant, si on enlève, on va même avoir ceux-là, ça c'est good, ça c'est good. J'ai plus besoin de celui-là non plus. Fait qu'on peut voir maintenant que j'ai la construction d'un objet qui prend différents éléments, puis qui peut même l'avoir dans un désordre, hein, tant que je nomme les différentes propriétés. Lui va automatiquement créer l'objet comme il se doit,
j'ai des éléments qui sont immuables, mais que j'ai le droit d'utiliser durant l'initialisation. Puis, on peut voir ici que la classe, OK, il y a juste les informations pertinentes maintenant qui sont spécifiées. Il n'y a plus rien de comme copier-coller qu'il faudrait que je fasse à toutes les différentes classes. Puis, c'est ça qui est intéressant avec le principe de propriété. Le but, c'est que ça rajoute pas nécessairement de la fonctionnalité. OK? Il n'y a rien de nouveau qu'on peut faire, mais ça nous rajoute beaucoup de lisibilité. OK? Ça enlève des bouts de code qui sont superflus. Excellent. Là, si on revient ici, il va falloir changer un petit peu notre version courante. Oups, ça va être le name qui va être égal à R2D2 maintenant. Mais autrement, le restant reste pareil. Tout est beau. On a les points qui commencent à 0, le level qui commence à 0 aussi. Fait qu'on a gardé toute notre fonctionnalité, mais avec une syntaxe simplifiée derrière. Donc, je ne vais pas entrer dans la partie de statique. Je veux qu'on se remette bien et je veux donner le temps de faire l'exercice, être certain qu'on fasse bien les choses. Donc, dans les exercices d'aujourd'hui, on a la deuxième, là, la question 2, on ne la fait pas. OK? Donc, je vais l'enlever dans quelques instants, là, mais si vous commencez tout de suite, la prémisse, c'est qu'on va garder ça pour c'est la partie statique. Mais la question 1, puis la question 3 et 4, c'est sur de la création de nouvelles classes. Donc, on va commencer avec la question 1 à travailler avec les properties. Donc, modifier la classe de Arrow, que je vais mettre sur le site dans quelques instants. Puis après ça, pour la question 3 et 4, ça va être de la création de nouvelles classes. Puis à partir de là, on va pouvoir voir est-ce que ça va mieux, puis est-ce qu'on veut passer plus de temps sur ces éléments-là. J'ai une question de Javier. Oui, est-ce que vous avez un livre ou de littérature que vous pouvez nous recommander de C-Sharp, mais spécialisé en construction de classes? Car pour moi, je voudrais voir plus d'exemples de cas comme de construction. Des exemples de construction de classe, c'est ça que tu as demandé? Oui, parce que ça c'est comme un topic complètement nouveau et complètement différent de ce qu'on a vu en C-Sharp. Oui, certainement. Donc, il y a sur... Attends, on va aller ici. Ici. Des choses. Je vais vous envoyer une couple de liens. Là.
pendant que je recherche ça, je vais prendre les autres questions, mais je vais vous envoyer une couple de liens pour des exemples de classes et ainsi de suite derrière. Je vais prendre la question de Lotfi en même temps. Oui, merci beaucoup. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais revenir à la classe score. Oui. Là, ici, pour la variable d'instance, ici, point, elle est en même temps déclarée avec la propriété point. Ma question, est-ce que pour faire la validation de la propriété, est-ce que c'est obligatoire de déclarer la variable d'instance? Est-ce qu'on ne peut pas laisser ça implicite? Tu veux dire de ne pas avoir cet élément-là ici? Là? Oui, par exemple, ne pas déclarer la variable et quand même pouvoir faire la validation de la propriété. Non, ça c'est une limitation. D'accord. Donc, si on veut avoir un élément de validation, puis que ce ne soit pas juste des get et des set comme bien standard, il faut avoir des éléments intermédiaires. D'accord, merci beaucoup. Et je vais prendre l'autre question de Ricardo aussi pendant ce temps-là. Oui, j'aimerais savoir si, si tu peux recommander dans des sites web des sites justement pour s'instruire plus sur les chapitres que tu as développés dans les cours, ¿no? Parce que tu as suggéré un site web qu'il y a beaucoup d'exercices, c'est bon, mais aussi s'il y a de la théorie qu'on pourrait, pour pouvoir renforcer, non? Parce que, oui, certainement. Oui, donc, pour la pure théorie, je conseille W3 School qui est très bien. Puis ici, en passant, vous avez... ils ont, si je me souviens bien... Ouais, c'est ça. Ils ont aussi, sur ce site-là, là, ils ont aussi des références SQL. Là, fait que si dans vos autres cours d'SQL, vous avez aussi besoin d'aide, ça va être intéressant. Donc, lui aussi va être le même principe, OK, où c'est que ça réexplique les classes, le principe d'appel d'objets, le principe d'exemple avec les variables d'instance, les différentes méthodes. Puis après ça, ça va descendre dans les constructeurs, dans les modificateurs d'accès. Donc, c'est toutes des choses que les propriétés, là, c'est où c'est qu'on est rendu. Puis là, où c'est qu'on s'en va, là, c'est dans le restant de cette liste-là, définitivement. Là. Donc, si vous voulez avoir d'autres visions, peut-être d'autres exemples, vous pouvez aussi aller regarder de ce côté-là. Sans problème. Ici, par contre, j'essaie de trouver des séries d'autres exercices qui seraient intéressants. Oui, peut-être parce que, o sea, pour voir s'il y a des exercices que nous permettent d'aller graduellement, parce que, ¿no? Petit à petit, c'est comme, OK, primer objectif de cet exercice pour savoir, pour nous mesurer nous-mêmes si nous entrons dans le bon cheminement, non? J'essaie de trouver des exercices. Ici, pour... Avec la correction et les exercices? Ouais, ben c'est ça, là, juste pas avec des exercices juste de questions. Là, ici, celui-là a de l'air bien. Ouais. Puis aussi, c'est... Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont un petit peu trop loin ou qui vont pas assez loin ou qui font pas de... C'est pas de la partie de programmation orientée objet. Donc, ici, un autre. Malheureusement, les ressources sont majoritairement en anglais. Là, donc, ça, c'est un autre que j'ai trouvé. C'est celui-ci. Donc, lui va te passer à travers les différents constructeurs, des constructeurs, les classes. OK? Puis, il va... là, ici... faut pas. C'est juste les premiers, là, rendus à l'héritage, c'est pas quelque chose que nous on a vu encore, là. Mais les premières va te dire voici un exemple de qu'est-ce que je m'attends à l'intérieur, voici des choses que tu peux utiliser, puis là, il va y avoir ici les éléments qui vont être avec les solutions qui sont disponibles à l'intérieur. Fait que ça nous donnerait un petit peu plus
d'exercice. Est-ce que tu avais une autre question, Ricardo, ou c'était Non, c'est correct. Merci beaucoup. cette prémisse-là? J'ai une autre question de Kaltoum. Oui. Est-ce qu'on peut corriger un exercice ensemble, guidé, pour avoir plus des idées? Parce que pour moi, c'est un peu flou. Je trouve que c'est un peu avancé. Je ne sais pas. Parce Excellent. que, Ben oui, certainement. oui, Mettons, on est-ce va faire dans la série d'exercices aujourd'hui, là, on va faire Oui, c'est l'exercice ça. 3 ensemble. OK. OK? C'est parfait. Parce que pour moi, je travaille avec une autre méthode, mais je trouve d'autres syntaxes ici et d'autres méthodes. Ouais, c'est ça. C'est une des problématiques de C#, là, c'est que ils ont, on va avoir le comme il y a beaucoup de syntaxes alternatives, fait que ça fait en sorte que comme quand tu tombes sur un élément, t'es comme c'est rough de toujours être capable de le convertir dans sa tête. Là. Ça, je vous le donne Ouais. certainement. OK, merci. Excellent. OK. Fait qu'on va faire la question 3 ensemble, puis on va la construire de toutes pièces. Oui, dernière Oui. question, pardon. Ben oui. Comment s'appelle-t-il le switch que vous avez utilisé dans la correction au début de la classe? Pardon, j'ai de la misère avec ton micro. Peux-tu répéter? Oui, nos ne sont pas les mêmes. Et comment s'appelle-t-il le switch que vous avez utilisé au début de la classe? C'est un switch expression. Donc, c'est ça le nom de la méthode. Là. Si tu cherches switch expression. Je vais essayer de faire. Okay. Le switch expression en C#, c'est qu'est-ce que nous, on vient de faire là. Avec ici là, le switch expression. Le nom, c'est switch expression. Ouais. Merci. Alright, fait qu'on fait ensemble le numéro 3 qui va essayer de construire une nouvelle classe qui va représenter, OK, si on lit là, on représente une position OK, dans une carte de 2 dimensions. Fait que c'est représenté avec une coordonnée X, une coordonnée Y là, en XY. Fait que je vais être capable de représenter un point quelque part dans OK, un plan cartésien. Fait que je vais vouloir définir une classe avec les propriétés XY. Je vais vouloir avoir un constructeur qui va être capable d'initialiser avec XY. Je vais avoir un constructeur qui va être capable d'initialiser ça avec juste des 0,0 si je n'ai pas de paramètres. Puis après ça, je vais vouloir faire afficher ces informations-là à l'intérieur. Fait qu'on va le construire, puis on va le faire de différentes manières, être certain qu'on voit les différentes possibilités du cours. Fait que je veux me créer une nouvelle classe. Hein? Donc, pour créer une nouvelle classe, on commence avec le public class. On se fait un élément point. Puis là, à l'intérieur, je vais pouvoir avoir les différentes variables d'instance ou différentes propriétés que je vais vouloir faire. Fait que j'ai deux informations à sauvegarder à l'intérieur. Hein? Le X, exact, le X et le Y. Là, la question, c'est maintenant, on a plusieurs façons de sauvegarder des informations à l'intérieur de nos classes, hein, puis ultimement à l'intérieur de nos objets. On a des variables d'instance ou on a les propriétés. Puis le principe des propriétés, c'est que si c'est juste des informations que je vais pouvoir accéder puis modifier, je peux utiliser facilement la propriété. Sinon, ben, il va falloir que j'aille une variable d'instance aussi qui va être comme derrière pour l'utiliser. Fait que là, la question, c'est est-ce que je vais avoir besoin de faire comme de la validation ou des informations comme funky là, avec mon X et mon Y? À première vue, j'ai pas
grosse validation à faire. C'est juste 2 valeurs okay, sur le plan. Donc, je vais juste avoir besoin d'aller les chercher, d'aller les modifier possiblement pour être capable de travailler avec. Fait que ça semble des éléments opportuns pour travailler avec des propriétés. Fait qu'on peut avoir à l'intérieur, ici, un petit instant, je vais préparer quelque chose. On a les 2 premières propriétés que je vais devoir avoir, qui vont être le X et le Y. Fait que je vais mettre les propriétés publiques pour qu'on puisse utiliser à l'extérieur. Après ça, je veux décider du type. Donc, si je veux avoir des valeurs qui vont être fractionnaires, hein, je peux utiliser le double ou le float pour aller chercher les éléments. Puis là, pour identifier que c'est une propriété, il faut que j'aille les accolades, puis que je spécifie c'est quoi les différentes méthodes possibles pour cette propriété-là. Fait que je me fais le public double X, le public double Y, puis j'ai mon get et mon set. Fait que là, à partir de là, j'ai les informations comme minimales pour être capable de construire mon élément. Même que si je vais ici, là, on va avoir, on va revenir en fait avec ça. Fait que là, après ça, j'ai... juste une question. Est-ce que oui. le public double X, tu as mis entre accolade get et set? Oui. Est-ce que c'est pas la peine d'écrire en bas les get et les set? Exactement. En faisant ça, ça fait que X est une propriété, puis il y a automatiquement le getter et le setter de enabler pour. Donc, c'est pas la peine de le décrire en bas. Exactement. C'est ça la force des propriétés. D'accord. Donc, si on veut se faire un constructeur, donc je veux avoir une méthode qui n'aura pas de retour, qui a le nom de la classe, puis ici, je peux me faire des doubles pour avoir le contenu. On va voir qu'ultimement, on n'aurait pas besoin de le faire, puis qu'on va avoir comme des constructeurs automatiques si on voulait. Mais là, c'est demandé directement, fait qu'on va essayer de le faire pour voir ce que ça donne. J'ai une autre question de Hamid. Mais j'ai une question. Dans ce cas-là, pourquoi on utilise les variables si les propriétés sont avantageuses? Pourquoi on peut s'en passer des variables? Fait que le principe, c'est qu'on voit que les propriétés sont effectivement les choses qu'on va utiliser en prédilection, là, donc en priorité. Si la valeur, sa seule chose qu'on va faire, ça va être de le setter puis le getter de l'extérieur. Si j'ai besoin de validation, hein, comme on a fait quand on voulait dire que je veux pas que ça soit plus petit que 0, va falloir que j'aille une valeur intermédiaire. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut utiliser la variable. Exactement, une variable d'instance. Ok, merci. On a utilisé le getter et le setter pour accéder aux propriétés X, Y. Mais d'habitude, le principe en compilation, c'est que X, Y soit privé. La seule manière d'accéder, c'est get et set. Exact. Et là, je vois qu'ils sont publics. Je peux les accéder directement sans passer par les get et les set. Donc, il n'y a pas de... Je ne comprends pas. Parce que d'habitude, c'est privé, X, Y privé, et les deux get, set publics. C'est la seule manière d'accéder. Il faut passer par set et get. Ben, le principe ici, c'est qu'effectivement, ça va passer par ça. Puis, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir les enlever au besoin. Donc, je pourrais dire, j'ai juste un get. Puis là, ça fait en sorte que, oui, le X est public en tant que propriété, mais je peux juste aller le chercher. Je ne peux pas le modifier de l'extérieur. Donc ici, on va se donner un exemple de voir c'est quoi la limitation. Puis en fait,
la granularité qui est possible quand on travaille avec ça. Avec cette déclaration qu'on a fait, on est capable de les changer à l'extérieur. Effectivement, là, ça c'est comme si c'était juste public, c'est comme si c'était une variable d'instance publique. Fait qu'ici, on fait... on a le constructeur par défaut qui est là. Puis là, à ce point-là, je peux... C'est ça. On peut directement pas changer les valeurs des attributs ou des propriétés X. Exact. Et on peut directement le changer. Là, je peux... et on va dire X. En principe, on ne doit pas se permettre ce genre de pratique. Genre, aller directement changer les X. C'est ça. Ben, là, ici, ça passe en fait par le set, que nous, on n'a rien mis de spécial dedans. T'sais. Mais on aurait pu, si on aurait voulu. Mais là, ici, si, admettons, j'enlève ça, ça fait en sorte que je n'ai plus le droit. Là. Si j'essaie de rouler ça, là, ça me donne une erreur. OK? Comme quoi que j'ai plus de setter pour X. Hein, ça me donne de la granularité pour être capable de travailler avec. Si on enlève les deux gates, on peut attribuer, non? Si on enlève les deux, là, à ce point-là, ça fait plus de sens parce qu'il n'y a plus aucune manière de travailler avec X. On ne peut plus la setter, on ne peut plus... Mais elle est déclarée comme public. Pourquoi on peut pas... Parce que le principe des propriétés, c'est que les manières d'y accéder sont spécifiées à l'intérieur de la déclaration ici. Là. Donc, quand j'essaye d'accéder, c'est qu'il faut qu'il y ait le get. Si j'essaye d'y modifier, c'est qu'il faut qu'il y ait le set. S'ils ne sont pas là, ça ne sera juste pas disponible. C'est ça le principe derrière. Même si on met public? Même si on met public. Le public ici pour les propriétés n'a pas autant d'incidence que sur les variables d'instance ou sur les méthodes. C'est ça le principe. Fait que si on continue, on met notre set, juste pour garder notre code fonctionnel. Puis là, on revient. On disait qu'on voulait avoir... C'est quoi la différence entre variable d'instance et propriété? Donc, le principe d'une variable d'instance, hein, c'est quelque chose que je peux mettre soit public ou private. OK. String. Info. OK. Puis, cette information-là, c'est une variable. OK? Donc, dans le même principe que on a une valeur qu'on peut directement modifier puis être capable d'avoir un accès en tout temps à cette information-là. La propriété, c'est un élément que je peux graduellement décider est-ce que je peux l'utiliser ou pas, puis que derrière, il va y avoir une variable. Mais il y a une espèce de couche par-dessus de gestion d'accès qui est automatisée. Donc, une propriété, c'est une variable d'instance qui a été encapsulée, qui a été protégée par des setters et getters. Exactement. Puis de manière automatique. OK? Parce que là, on avait vu, tu sais, oui, OK, là, après ça, on voulait mettre ça private, mais là, si on voulait mettre ça private, là, il fallait commencer à faire en sorte d'avoir des get info qui allaient me retourner info à la place. OK? Donc, le principe, c'est que ça, je peux le réécrire juste en écrivant cette partie-là. C'est un raccourci pour ne pas avoir à tout écrire de manière longue et ardue. Mais je vois qu'il n'est pas élevé et dans le raccourci, il est public. Est-ce que le fait de faire le raccourci, ça va le rendre public? Eh bien, le principe, c'est que... C'est cette déclaration comme ça, public dans le raccourci. En fait, le principe... prévu dans la réalité. Moi, ben ça, le principe, c'est que ici, c'est la propriété est publique, mais la manière d'accéder à cette propriété-là est configurée avec les get et les set.
est-ce que cette manière raccourcie, lorsqu'on traduit vers une manière classique et non raccourcie, est-ce que ça va changer le public vers privé, les X, Y? Non? Ben, le principe, c'est que si, admettons, si on voudrait faire la traduction, là, ça ressemblerait à ça ici. Void, set, info, string, info. OK, donc ça ici pour X, c'est la même chose que ça pour info. Où c'est que info lui-même n'est pas disponible. Puis là, il faut utiliser une méthode pour être capable d'aller chercher l'information, puis une autre méthode pour aller modifier l'information. Puis après ça, si moi, je voudrais pas avoir de set, hein, comme si je voulais effacer cette ligne-là, le principe, c'est que je peux juste effacer celle-là ici à la place. C'est quoi l'autre question que tu posais par rapport à la transformation des deux? Est-ce que c'est plus clair? C'est moins clair? Je t'entends pas, Hicham, je sais pas si tu parles. Parce qu'on met donc beaucoup d'attention à la deuxième manière d'écrire les choses. Au lieu de se concentrer juste sur la manière classique et de la maîtriser, c'est mieux que d'essayer de faire passer quelque chose que la deuxième manière, la manière raccourcie pour juste traiter de cette manière qui est classique, que tout le monde comprend. Et maîtriser d'abord et après ça, c'est... Ben, c'est parce que le principe, c'est... Si, mettons, si tu décides de genre faire du Java, ça va juste tout le temps être de même. Mais une des choses qui est reprochée au langage Java, c'est d'être trop verbeux. D'avoir à écrire trop d'affaires pour rien. C'est pour ça que le C# a inventé cette syntaxe simplifiée-là, puis que c'est ça que le monde utilise. Donc, c'est ça que tu vas voir dans des exemples, c'est ça que tu fais. Pour ça qu'il faut... Il y a une question concernant la méthode de flèche qu'on utilise, le égal et le supérieur de flèche. Ça veut dire que c'est une méthode qui contient une seule instruction de retour. Lorsqu'on retourne une seule instruction. L'habitude, c'est le get. On va le trouver sur le get parce qu'on retourne la valeur. En set, lorsqu'on fait un set, x, set y, on met une valeur. Il n'y a pas de retour. Ce n'est pas une fonction qui retourne une valeur. Donc, il n'y aura pas de flèche. Ici, hein, juste un petit rappel sur les flèches. Là, hein, la flèche, c'est la même chose que d'avoir directement... Une seule instruction. Retour, avec un retour. Ça veut dire qu'on doit trouver ça dans les get. On retourne une valeur. Mais dans un set, il n'y a pas de retour. Juste on écrit. Effectivement. Le principe ici, c'est juste pour le raccourci syntaxique. Parce que ce que ça permet de faire, c'est juste d'écrire ce que tu veux. Puis le return, il va juste aller dans le vide. Fait que ça permet de faire ça. Puis de rien retourner. Quand on a une flèche avec un void, là, ça fait juste faire l'instruction tout seul. Fait que c'est comme si, dans ce cas-ci, on faisait juste ça directement. Ça me permet d'avoir une méthode void qui fait juste une instruction. Pour ça que ça continue de fonctionner quand même avec ça. On peut changer la définition de ce genre de méthode simplifiée. Au lieu de dire qu'il retourne une seule instruction, on doit dire qu'il effectue une seule instruction, que ce soit retour ou autre chose. Il effectue, pas il retourne une instruction. Il fait juste une instruction, ouais, c'est ça. Retourner une instruction, ça veut dire de tout être des get. Répète ta dernière phrase. Je suis certain de bien comprendre. Parce que ça dit que méthode simplifiée avec syntaxe courte. La première paragraphe dans le chapitre, le premier paragraphe. Quand une méthode n'a qu'une sous-instruction de retour
une sous-instruction de retour. On peut utiliser cette syntaxe simplifiée pour la méthode, c'est-à-dire la flèche. Une seule instruction de retour. Donc, lorsqu'il y a seulement le retour, pas une instruction. Il faut changer la phrase vers quand une méthode n'a qu'une instruction. Ok, ouais, que c'est juste une instruction, t'as raison. Lorsqu'on fait retour, ça veut dire on limite nous sur les getters. Effectivement. Je vais changer la note. Avais-tu une autre question par rapport aux flèches ou sur les propriétés? Juste ces propositions, on se concentre juste sur le syntaxe simplifié. On fait quelques exercices avec ça. Après ça, le passage vers le syntaxe qui est raccourci, ça sera beaucoup plus facile que de La grande problématique ici, c'est que quand on va utiliser d'autres parties de code, particulièrement quand on va travailler avec les interfaces, le principe, c'est que certaines parties utilisent la nouvelle syntaxe simplifiée, certaines parties d'autres. Fait que quelque part, il faut être capable de au moins comprendre les deux. Je comprends. Puis je suis d'accord que le principe, c'est on veut préconiser, nous, quand on écrit du stock, d'utiliser la version simplifiée. C'est la version simplifiée après tout. Là. Mais il faut être capable de voir l'autre puis de ne pas être pris au dépourvu. All right? OK, d'accord. J'ai une autre question de Kelly. Oui, c'est juste pour confirmer que j'ai bien compris. Dans les propriétés ici, X et Y, alors c'est la propriété qui est publique, mais derrière, la variable d'instance, c'est essentiellement privé, c'est ça? Oui, c'est automatique. OK, OK, c'est bon, merci. Puis comme elle est créée comme complètement cachée, là, elle n'a même pas de nom, on n'y a même pas accès en tant que tel. Ouais, mais le programme, il a accès à la propriété. Exactement. Ouais, OK, c'est bon, merci. All right. Fait que si on revient puis on regarde qu'est-ce que nous on voulait faire un constructeur. Hein? Donc, les constructeurs, on avait le nom et on voulait avoir l'élément qu'on peut travailler avec. Fait qu'à ce point-là, je peux utiliser mes deux propriétés, utiliser leur set pour être capable de créer un constructeur qui va prendre les deux valeurs puis qui va être capable de les assigner correctement. Avais-tu une autre question, Hicham? Parce que ton micro est encore démuté. Si je n'arrive toujours pas, donc ligne 8 et 9, là où il y a public double X, public double Y. Les deux, pour moi, doivent être privés. Privé, le double X, get set. Mais c'est la propriété qui est publique. Ouais. Ici, le principe, c'est que si je veux avoir accès à ces éléments-là pour être capable de l'utiliser à l'extérieur, il faut qu'elle soit publique. OK? Après ça, moi, je peux décider, quand j'essaye d'accéder, quand ça va faire un set ou un get, je peux décider est-ce qu'il va être disponible ou pas après ça dans ces éléments-là. Donc, ça, c'est complètement différent de comment ça fonctionne avec, ça je te le donne, là, comment ça fonctionne avec les variables d'instance normalement. Celui-là, on peut juste le mettre public directement, là, puis qu'il soit pour que je puisse y accéder d'une ou d'une autre manière de l'extérieur. Il faut qu'il soit public. Puis après ça, le get et le set, je vais pouvoir le setter pour, je vais pouvoir décider est-ce qu'ils sont activés ou pas de manière individuelle. Comme on avait vu, c'est comme là, c'est public, ok, j'ai le get et le set, je suis capable d'assigner quelque chose, je suis capable de lire quelque chose dedans. Si j'enlève le set à ce point-là, ça me donne une erreur quand j'essaie de faire la modification. C'est à ce niveau-là qu'on va changer l'accès avec les propriétés.
plus. Parce que le bon pratique de encapsulation, c'est que le variable doit être privé. Les deux méthodes d'Iggy. Mais c'est plus une variable. C'est ça le principe, là. Une propriété, c'est un mécanisme différent, là. Donc, si j'enlève le 7, OK, j'ai plus accès, là. OK, derrière, là, il crée en fait un mini X qui est automatiquement privé, là, que nous, on ne voit même pas, là. Le principe de la propriété, c'est d'être une interface automatisée. Parce que dans la pratique, dans la programmation, lorsqu'on permet à quelqu'un d'accéder à X directement parce qu'il est public, il peut, par exemple, mettre une valeur que nous, on ne veut pas. Le programme ne veut pas. Genre, il va juste venir directement dire... ce n'est pas le cas pour... Lorsqu'il va passer par le 7, on peut faire le contrôle. On ne veut pas les valeurs négatives. Mais lorsqu'on lui permet de changer la valeur directement, il n'y a pas de contrôle. Genre, ils peuvent mettre point X puisqu'il est public, point X il est public, ils peuvent mettre n'importe quoi. Des valeurs qu'on ne veut pas. Nous, vous passez obligatoirement par le 7 parce qu'on veut mettre du contrôle dessus. Permettre des choses et ne pas permettre des choses. C'est ça les bonnes manières de programmation. Je suis complètement d'accord. Mais ici, tu passes à côté du point que des propriétés, ce n'est pas des variables d'instance. Une propriété, c'est pas juste une information. C'est des mécanismes d'accès. C'est ça qui fait que c'est... Ce que tu dis, c'est tout vrai, là. C'est tout implémenté dans les propriétés. C'est ça le but des propriétés. C'est justement de cacher l'accès en ayant une interface qui est simplifiée et globale. Si je veux plus être capable de changer le X, le mot c'est caché. J'enlève ça. Donc, faut cacher le X par le maître privé. Vous avez dit que le principe de... Il faut cacher le... Il y a une différence entre qu'est-ce que la propriété est, puis la valeur. Derrière, là, lui, là, il y a un private double X là, qui est géré. Là. Il est privé, celui-là. Là. C'est juste qu'il ne nous le montre pas. Il le fait pour nous. Ah, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai demandé cette question. J'ai déjà demandé, est-ce que le syntaxe raccourci avec le public, lorsqu'il sera traduit vers un syntaxe classique qui part raccourci, on va changer le public vers privé. C'est ça ce que j'ai demandé. Ouais, puis c'est ça qu'on a dit quand on est revenu en arrière. On avait... Oui, s'il va changer vers privé. On l'avait ici. Là. Notre information était privée, puis notre interface était publique. Hein? Le info, il est privé. L'interface est publique. Excuse-moi de vous interrompre. Si on fait la conversion vers la manière classique, vers la manière au lieu de raccourci, il y aura un changement de public vers privé. C'est ce que je voulais savoir. Fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, ça a du sens, oui. All right. Fait que maintenant qu'on a notre constructeur, on peut l'utiliser pour avoir des valeurs. Puis là, à ce point-là, peut-être que même je voudrais là, dire, ben gars, mon X puis mon Y, j'ai un constructeur. Une fois que le point est créé, je ne veux plus être capable de le modifier. Donc, je veux ici afficher... ici, on peut... y mettre X 2 points. On va mettre P1.X. Y 2 points. Fait que là, on peut voir notre classe, qui est un constructeur, qui va avoir les valeurs que je peux accéder à travers la propriété. Mais ici, encore une fois, si j'essaie de la modifier là, avec le X, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Là. Okay? J'essaie de rouler ça, ça me donne un problème. À l'extérieur, ça reste privé. T'sais.
on a la granularité sur les différentes méthodes pour travailler avec. Si on veut, après ça, à la place d'avoir ça ici, si on veut simplifier ça, hein, puis avoir nos constructeurs rapides, je peux dicter que je veux avoir x est égal à 3, y est égal à 7, mais pour être capable de faire ça, même si je n'ai pas de 7, je peux avoir des init, comme on avait vu. Là, le principe, encore une fois, si je roule ça, j'ai même plus besoin de constructeur. Je peux juste créer l'élément automatiquement. Encore une fois, c'est moi qui ai décidé que j'ai le droit de faire ça. Puis ça me permet d'enlever un bout de code, là. Encore une fois, c'est ça le but des propriétés, c'est de simplifier la syntaxe, où j'ai juste les informations primordiales, ça l'exécute. Là, ici, on avait un dernier où c'est qu'on va avoir un point qui est capable de juste se construire à 0. Pas de problème, on peut avoir des valeurs par défaut qui vont être 0. Qui va faire en sorte que si je me crée un deuxième point, et que je modifie le point pour afficher le point 2, on voit que le deuxième point a été seté à 0, 0, puis après ça, on ne peut plus le bouger, là. Fait que si on le fait de manière classique, juste pour voir, c'est quoi qu'on a sauvé en espace. OK? Fait que je vais l'appeler point classique. Fait que je voudrais avoir une variable privée de double x, une variable privée de double y. Je voudrais avoir une méthode publique pour getX qui va sortir un double qui à l'intérieur aurait un return x. Après ça, j'aurais une autre méthode public double get y qui va avoir un return y. Après ça, il faut que j'aille mes constructeurs, fait que j'aurai un public point classique qui aurait le x égale à 0, le y égale à 0. Il faudrait que j'aie un deuxième constructeur qui serait le point classique avec le double x, le double y. Et à l'intérieur, là ici, j'aurais le this.x qui est égal à x, puis le this.y qui est égal à y. Fait que ça ici, on a le choix. On a la version classique qui a nos variables d'instance en privé, qui a les différentes méthodes d'accès, les get, puis qui gère les constructeurs de manière manuelle. Ou sinon, on a la méthode avec des propriétés qui identifie les propriétés, indique c'est quoi leur possibilité d'accès, puis qui peuvent être utilisées de manière beaucoup plus autonome. Est-ce qu'on peut voir ici la différence de la simplification entre les deux? Je crois que c'est assez évident juste en nombre de lignes de code. Voyez-nous juste la solution sur le chat, moi pas. Oui, ben certainement. En fait, je vais sauvegarder ça, puis je vais le déposer directement. Et hop, voilà. Et voilà. All right. Fait que, est-ce que ça l'a aidé de faire ça ensemble?
Est-ce qu'on est prêt à commencer à faire des exercices? Peut-être qu'on doit faire même la prochaine séance la même chose à chaque fois. Ouais, ben c'est ça que... Ça aide vraiment. Je vais réaligner les choses, ouais, certainement. Fait que le principe, c'est... il nous reste 2 questions. Donc, premièrement, reprenez la classe Arrow qu'on avait définie préalablement, puis essayez de la faire avec des propriétés à la place. Puis après ça, on a une question plus grosse qui demande de reprendre notre coffre, là, où notre pot peut s'ouvrir, fermer, se verrouiller, puis d'être capable de convertir ça dans une classe avec des variations à l'intérieur. Encore une fois, ne faites pas la question 2, on n'aura pas vu la matière pour cette partie-là encore. On va regarder ça vendredi.